Je m'appelle Nolan et j'ai 30 ans. Il y a exactement 7 ans, je me suis retrouvé assis dans une salle d'audience de comté, glaciale et faiblement éclairée. Là, je regardais mes propres parents tenter de détruire toute ma vie. Ils me poursuivaient en justice pour 750 000 $. Ils m'accusaient de maltraitance envers les personnes âgées, de fraude et de manipulation. Alors que j'étais assis là, je voyais l'entreprise de conseil financier que j'avais bâtie de rien ne tenir qu'à un fil. Ma mère, depuis la table des plaignants, a pointé vers moi un doigt tremblant et manucuré. Elle sanglotait, livrant une parfaite performance théâtrale. Elle a hurlé au juge que j'avais malicieusement volé l'avenir de mon frère aîné. Ils ont ri de moi dans le couloir, avant le début de la session. Ils étaient assis là avec leur avocat hors de prix, complètement convaincus. Ils pensaient qu'ils allaient me ruiner, me prendre tout ce que je possédais, pour rembourser les dettes massives de mon frère. Mais il y avait une chose massive qu'ils ignoraient. Ils n'avaient absolument aucune idée de la vidéo secrète que ma grand-mère avait laissée à son avocat spécialisé en succession. Quand cette cassette a fini de jouer en audience publique, exposant leur cupidité inimaginable, ces mêmes parents ont sangloté pour de vrai. Ils ont supplié le juge d'une miséricorde qu'ils ne m'avaient jamais montrée. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, et comment j'ai réduit leurs mensonges en poussière, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Faites-le si vous croyez en la vraie justice et en la responsabilisation des membres toxiques de la famille. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à savoir que je ne parle pas dans le vide. Cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un, quelque part. Maintenant, revenons au moment exact où ce cauchemar a réellement commencé. L'air à l'intérieur du tribunal de comté sentait la vieille cire à plancher, le café rassis. Il y avait aussi ce désespoir bon marché, celui qui s'infiltre dans les murs d'un lieu où la vie des gens s'écroule régulièrement. C'était lourd et suffocant. La climatisation était poussée si fort qu'elle faisait mal aux articulations de mes mains. J'étais assis à la lourde table de la défense, en chaîne. Mes mains étaient parfaitement immobiles devant moi, posées sur une pile de bloc-notes juridiques. Je refusais de m'agiter. Je refusais de taper du pied ou de baisser les yeux. Je refusais de leur donner la satisfaction de voir mes mains trembler. 3 rangées plus loin, à la table des plaignants, se trouvaient les 3 personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Elles étaient censées être ma famille. Elles étaient censées être les personnes qui me protégeaient des cruautés du monde, pas les loups qui tentaient activement de me déchirer la chair. Mon père, Richard, ajustait sa coûteuse cravate de soie. Il portait un costume anthracite sur mesure, et une montre en or captait les lumières fluorescentes au-dessus de nous. Son visage affichait cette expression suffisante et arrogante, celle qu'il arborait toujours. C'était le regard d'un homme qui pensait avoir toutes les cartes en main lors d'une négociation. C'était un homme qui se souciait profondément des apparences, de ce que les voisins de son quartier chic pensaient de l'image immaculée d'un patriarche familial riche et prospère. Il ressemblait à un homme attendant une promotion d'entreprise, pas à un père tentant activement de détruire légalement son plus jeune fils. Il semblait complètement indifférent à la pure cruauté de ses actes. Ma mère, Béatrice, était assise juste à côté de lui. Elle tapotait ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir monogrammé. Elle portait une robe bleu marine conservatrice et un collier de perles, une tenue spécifiquement choisie pour la faire ressembler à une matriarche endeuillée et brisée par un enfant cruel et ingrat. Elle jouait son rôle à la perfection absolue. Toutes les quelques minutes, elle laissait échapper un reniflement doux et tragique, juste assez fort pour que le sténographe le remarque et l'inscrive au dossier officiel. Je connaissais ce reniflement exact. J'ai grandi en l'entendant. C'était le bruit exact qu'elle faisait chaque fois qu'elle avait besoin de manipuler une situation à son avantage. Que ce soit pour éviter une contravention pour excès de vitesse ou pour me faire sentir coupable d'exister. Assis juste entre eux, le joyau absolu de leur univers toxique et tordu, se trouvait Julien, mon frère aîné, l'enfant prodige. Il portait un costume sur mesure, que nos parents avaient sans aucun doute payé. Il était affalé sur sa chaise en bois, avec un air d'ennui et de droit. Il ne me regardait même pas. Il fixait son coûteux smartphone sous la table, complètement détaché de la réalité. Sa ruine financière massive, sa pure incompétence, était la seule raison pour laquelle nous étions assis devant un tribunal aujourd'hui. Il ressemblait à un adolescent forcé d'assister à un ennuyeux service religieux, pas à un adulte poursuivant son frère pour enrichissement frauduleux. Leur avocat, un homme rusé et agressif, surnommé Thorne, faisait les 100 pas devant le banc du juge.
Thorne était le genre d'avocat qui aimait le son de sa propre voix. Il gagnait sa vie grâce à des tactiques d'intimidation et des calomnies. Il lançait des mots comme « enrichissement frauduleux »,« manipulation malveillante »,« isolement calculé » et « maltraitance envers les personnes âgées ». Chaque syllabe qu'il prononçait était méticuleusement conçue pour me dépeindre comme un monstre de sang-froid, qui s'attaquait à une personne âgée vulnérable pour de l'argent. Il gesticulait sauvagement, me pointant du doigt, élevant la voix. Il s'assurait ainsi que la galerie entendait chaque accusation accablante. La plainte qu'ils avaient déposée contre moi était une œuvre de fiction venimeuse et dégoûtante. C'étaient des dizaines de pages de mensonges absolus, reliés dans un dossier juridique soigné. Elle prétendait que j'avais systématiquement isolé ma grand-mère pendant ces derniers mois de lutte contre un cancer en phase terminale. Elle prétendait que j'avais empoisonné son esprit contre la famille, les empêchant de lui rendre visite, et que j'avais volé l'héritage qui appartenait légitimement à Julian, en tant que petit-fils aîné. Il voulait 750 000 $. C'était un chiffre si complètement absurde, si massivement gonflé au-delà de l'héritage réel. Cela ressemblait à une mauvaise blague que l'on raconte dans un bar miteux. Mais les contraintes légales étaient réelles. La menace pour mes moyens de subsistance était très réelle. S'il gagnait, je perdrais ma maison, mes économies et l'entreprise que j'avais saignée pour construire de toutes pièces. Je me retrouverais sans rien. J'ai jeté un œil à ma mère. Pendant une brève et terrifiante seconde, elle a laissé tomber son rôle de mère endeuillée. Elle a baissé le mouchoir monogrammé, a tourné légèrement la tête et a rencontré mon regard à travers l'allée. Le regard qu'elle m'a donné n'était pas celui d'une mère regardant son fils. Il n'y avait aucune chaleur, aucune hésitation, aucune culpabilité maternelle. C'était le regard d'un prospecteur fixant une mine d'or. C'était froid, calculateur et absolument prédateur. Elle voulait me briser. Elle voulait me réduire à néant, liquider mes biens et remettre ma vie durement gagnée à Julian sur un plateau d'argent. Juste pour qu'il n'ait pas à faire face aux conséquences de ses propres terribles choix. Assis sur cette chaise en bois inconfortable, écoutant Thorne assassiner mon personnage pour le dossier public, une réalisation froide et dure s'est installée profondément dans ma poitrine. Le genre de réalisation qui change définitivement votre ADN et modifie votre façon de voir les êtres humains pour toujours. Ils pensaient que j'étais le même enfant silencieux et obéissant qu'ils ignoraient autrefois. Ils pensaient que j'étais encore ce garçon désespéré vivant au sous-sol, affamé d'un petit morceau de leur approbation. Ils croyaient fermement que je me résignerais, que je réglerais l'affaire à l'amiable et que je leur tendrais mon portefeuille. Juste pour préserver la paix familiale et éviter l'humiliation publique. Ils pensaient que la honte publique d'un procès civil très médiatisé me terrifierait et me soumettrait. Ils pensaient que je céderais sous la pression. Mais ils étaient sur le point de découvrir exactement quel genre d'homme ils avaient forgé dans l'obscurité. Je n'étais pas arrivé là où j'étais en étant doux. Je n'avais pas remboursé d'énormes dettes et construit une entreprise de zéro en reculant devant les intimidateurs. Même si ces intimidateurs partageaient mon nom de famille et mon sang. Pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés de part et d'autre d'une salle d'audience, menant une guerre sans merci pour l'argent et la fierté, il faut comprendre la dynamique malsaine dans laquelle j'ai grandi. Car cette poursuite n'a pas commencé avec le décès de ma grand-mère ou un document juridique. Les graines empoisonnées de cette trahison ont été plantées il y a des décennies. Cela a vraiment commencé le 18e anniversaire de Julian, dans notre allée de banlieue. Le favoritisme dans ma maison n'était jamais subtil. Ce n'était pas quelque chose qu'ils essayaient de cacher derrière des portes closes ou d'édulcorer lors des réunions de famille. C'était tissé dans le tissu même de notre vie quotidienne, aussi normal que de respirer. Pendant toute mon enfance, j'ai vécu dans une pièce humide, au sous-sol non aménagé. Elle avait des murs en béton apparent qui transpiraient l'humidité les étés humides, et gelaient comme des blocs de glace compacts en hiver. Il y avait une seule petite fenêtre près du plafond, qui donnait sur la terre de l'arrière-cour. Elle laissait à peine entrer la lumière du soleil. C'était essentiellement un placard de rangement, qui se trouvait avoir un lit simple bon marché fourré dans un coin. Mes vêtements sentaient constamment le moisi, peu importe combien de fois je les lavais. Julian, quant à lui, avait la grande suite parentale, au bout du couloir de mes parents, au 2e étage. Elle était complète avec un dressing, une salle de bain privée avec une baignoire à remous et de nouveaux meubles tous les quelques ans. Lorsque les candidatures universitaires sont arrivées, la disparité est devenue un gouffre béant et infranchissable. Ils ont engagé un conseiller en admission privée pour Julian, au coût de 500 $ de l'heure.
Ils ont payé ses 45 000 $ de frais de scolarité annuels, dans une université privée d'élite, sans scier. Ils ont couvert son appartement de luxe hors campus, son régime alimentaire universitaire premium, ses cotisations de fraternité et ses voyages de ski de week-end. L'intégralité du fonds universitaire familial a été entièrement drainée pour lui. J'ai rempli les formulaires FAFSA compliqués entièrement seul. Je suis resté assis pendant des heures devant un ordinateur de bibliothèque publique, fixant des documents fiscaux que je comprenais à peine. Je priais pour que mes bourses universitaires partielles soient acceptées, afin de ne pas avoir à abandonner avant même le début de mon premier semestre. Personne ne s'est jamais assis avec moi pour m'expliquer comment fonctionnait l'aide financière. Personne ne m'a proposé de co-signer un prêt étudiant. J'étais complètement invisible dans ma propre maison. Mais le moment décisif, le souvenir qui s'est gravé à jamais dans mon cerveau, le moment exact où l'illusion de la famille s'est brisée en 1 million de morceaux, fut le 18e anniversaire de Julien. J'avais 16 ans à l'époque. C'était un beau samedi matin, frais et clair. Nous étions tous debout dans l'allée en béton de notre maison de banlieue. Mon père avait ce grand sourire niais sur son visage. Il a fouillé dans sa poche et a jeté à Julien un jeu de clés lourde et coûteuse. Assise juste là, dans l'allée, rutilante sous le soleil matinal avec un énorme ruban rouge sur le capot, se trouvait une toute nouvelle Porsche, une Porsche 911 argentée. Julien a crié comme un enfant se réveillant le matin de Noël. Ma mère a versé des larmes de joie, le serrant fort dans ses bras et l'embrassant sur la joue. Mon père rayonnait de fierté absolue, tapotant Julien sur l'épaule comme s'il venait de guérir une maladie majeure ou de gagner un prix Nobel. Ils ont pris des dizaines de photos pour les réseaux sociaux. Exactement un mois plus tard, mon 17e anniversaire est arrivé. Je suis entré dans la cuisine avant l'école, portant mes vêtements de friperie. Ma mère était assise au comptoir de l'îlot, buvant son café coûteux et faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux quand je suis entré. Elle a fouillé dans la poche de sa robe et m'a tendu une petite enveloppe en papier bon marché. À l'intérieur se trouvait un abonnement mensuel au bus de la ville et un carnet de coupons pour Walmart. Je me souviens avoir tenu ce morceau de plastique dans ma main. Je suis resté là, dans la cuisine silencieuse, la regardant, attendant sincèrement la chute. J'attendais que mon père entre par la porte du garage avec un vrai cadeau. Il n'y en avait pas. C'était tout. J'ai avalé la boule massive dans ma gorge et j'ai posé la question que j'avais avalée 1 millier de fois auparavant. J'ai demandé pourquoi Julien avait une voiture de sport de luxe, une vraie Porsche, et que j'avais un titre de transport en commun. Ma mère n'a pas crié. Elle ne s'est pas mise sur la défensive. Elle n'a même pas posé son téléphone. Elle m'a juste regardé avec cette expression de pitié et de condescendance que je n'oublierai jamais. Elle a pris une longue gorgée de son café et a dit « Julien est fragile, Nolan. Il a besoin d'un peu plus de soutien et de confiance pour affronter les dures réalités du monde. Toi, tu es fort. Tu n'as pas besoin de nous pour te tenir la main. Tu t'en sortiras. » C'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de les considérer comme des parents. J'ai réalisé, là et à ce moment-là, que personne ne viendrait jamais me sauver. Si je voulais une vie, si je voulais la sécurité, si je voulais un avenir où je n'aurais à dépendre de personne, je devais l'acheter moi-même, de mes propres mains. Alors, j'ai commencé à travailler dans un restaurant miteux et graisseux près de l'autoroute. Je frottais des assiettes sales, sortais les lourds sacs poubelles remplis de nourriture en décomposition, et respirais l'odeur de vieille huile de friture. Mes mains se sont craquelées et saignaient constamment. Je travaillais tous les week-ends, tous les jours fériés, pendant que ma famille partait en vacances. J'ai économisé 70% de chaque dollar que je gagnais. Je cachais l'argent dans une boîte à chaussures sous mon lit, car je ne faisais pas confiance à mes parents pour ne pas le prendre, afin de payer les contraventions de Julien ou son style de vie extravagant de fraternité. L'université fut une descente de 26 mois dans l'enfer absolu. J'ai pris des charges de cours massives, presque illégales, fréquentant les semestres d'été et les intercessions d'hiver pour obtenir mon diplôme plus tôt. J'ai traversé la scène de la remise des diplômes avec 60 000 $ de prêts étudiants à taux d'intérêt élevé, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. L'idée de payer ces intérêts pendant 20 ans, d'être enchaîné à une banque, tandis que Julien voyageait en Europe aux frais de mes parents, me rendait physiquement malade. Alors, j'ai vécu de rien. J'ai loué un studio infesté de cafards, dans un quartier terrible où le chauffage cessait complètement de fonctionner en novembre et où le propriétaire refusait de le réparer. Je mangeais du riz en vrac,
des haricots noirs en conserve et tout le pain restant que je pouvais ramener de mon travail à la cafétéria du campus. J'allais en cours de l'aube jusqu'au milieu de l'après-midi. Puis, je travaillais à mon emploi d'entrée de gamme en comptabilité jusqu'à 17 heures. Ensuite, je faisais de la tenue de livre en freelance pour des plombiers et des électriciens locaux jusqu'à 3 heures du matin. Je dormais 3 heures par nuit sur un matelas posé à même le sol. Je survivais grâce à du café bon marché et terrible, et à une pure et simple rancune. Chaque fois que je me connectais aux réseaux sociaux et que je voyais Julien publier des photos de voyages de ski à Aspen, ou de soirées de fraternité payées par la banque de maman et papa, je travaillais plus dur. Après l'optome, la dure labeur n'a pas cessé, elle s'est accélérée. Je versais $3000 à mon capital de prêt chaque mois, alors que le minimum requis n'était que de 6 cents. Mes collègues d'entreprise pensaient que j'étais un psychopathe absolu. Ils allaient à des happy hours le vendredi. Moi, je rentrais chez moi pour équilibrer des feuilles de calcul dans l'obscurité. Je voulais la liberté financière plus que je ne voulais respirer. 26 mois après l'obtention du diplôme, j'ai effectué le dernier paiement. Les prêts étudiants avaient complètement disparu. Mon entreprise en freelance était devenue une LLC légitime. J'avais 23 ans, j'étais complètement libre de dettes, et mon entreprise atteignait 6 chiffres de revenus annuels. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas acheté de montre, ni fait de vacances. J'ai juste ressenti un épuisement profond et accablant, suivi immédiatement d'une faim de plus. Je construisais une forteresse financière massive, brique par brique. Et je n'allais pas m'arrêter tant que personne ne pourrait plus jamais me toucher. La seule personne de toute ma lignée qui m'ait vraiment vu, pendant ces années sombres et épuisantes, fut grand-mère Clara. C'était la mère de mon père, mais elle ne lui ressemblait absolument pas. Elle était vive, très observatrice, et possédait une dignité tranquille et inébranlable. Elle a remarqué l'inégalité dans notre maison. C'est elle qui m'envoyait des billets de $20 cachés dans des cartes d'anniversaire. C'est elle qui m'envoyait des cartes cadeaux de supermarché quand je mourais de faim dans mon dortoir universitaire. Elle a vu l'effort, et elle le respectait. Quand le cancer est arrivé, il est venu vite. Stade 4, très agressif, se propageant à ses os. Les médecins ont dit qu'il était incurable. J'étais à l'hôpital tous les soirs après le travail. J'apportais mon ordinateur portable et je travaillais depuis la chaise en plastique inconfortable à côté de son lit. Juste pour qu'elle n'ait pas à affronter l'obscurité seule. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant fort et le temps qui s'estompe. Le bip régulier du moniteur cardiaque était la bande-son de nos soirées. Nous ne parlions pas de mourir. Nous parlions de droit fiscal, d'immobilier commercial et de mon entreprise en pleine croissance. Elle aimait entendre parler de mes clients. Elle aimait me voir réussir. Elle m'a dit qu'elle était incroyablement fière de l'homme que j'étais devenu, sans l'aide de son fils stupide. Mes parents et Julien, ils sont venus exactement 2 fois en 3 semaines. Ils ont prétendu qu'ils étaient trop occupés par des réunions d'associations de propriétaires, des dîners de quartier et l'emploi du temps social incroyablement chargé de Julien. Cela me rendait malade, mais je me suis tu pour que les derniers jours de Clara soient paisibles. Je voulais qu'elle quitte ce monde sans subir leur mesquinerie familiale. 3 semaines avant son décès, elle m'a demandé de quitter la pièce. Son avocat en succession, un homme sérieux nommé Monsieur Abernathy, était arrivé, portant une mallette en cuir. Je n'y ai pas pensé. J'ai juste supposé qu'elle finalisait des documents standards de fin de vie, signant des directives médicales. J'ai attendu dans le couloir, buvant un café terrible de distributeur, complètement inconscient du changement massif qui se produisait derrière cette porte en bois. Quand Clara est morte, le silence dans ma vie était assourdissant. Je me tenais au fond du salon funéraire, portant un costume bon marché. J'ai écouté ma mère hurler et faire une performance dramatique, imprégnée de larmes, pour ses amis du country club. Elle acceptait des condoléances profondes pour une femme qu'elle avait à peine visitée. Julien avait l'air complètement ennuyé, vérifiant sans cesse sa montre, pensant probablement à sa prochaine fête. Je voulais juste retourner à mon bureau et travailler. Je n'avais absolument aucune idée que la mort de Clara n'était pas seulement une perte personnelle tragique. C'était une bombe à retardement. Et le compte à rebours venait d'atteindre 0. Pendant des jours après avoir enterré ma grand-mère dans la concession familiale, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro local que je ne reconnaissais pas. C'était Monsieur Abernathy, l'avocat sérieux en succession que j'avais vu à l'hôpital.
Je me suis assis dans son bureau du centre-ville quelques heures plus tard, fixant un énorme bureau en acajou. Il a poussé un épais dossier en papier mâché sur le bois poli. La pièce sentait le vieux papier, les livres coûteux reliés en cuir et les affaires d'entreprise sérieuses. Je n'avais absolument aucune idée pourquoi j'étais là. J'ai supposé que je recevais un souvenir sentimental, peut-être de vieilles photos. Grand-mère Clara m'avait laissé 75 000 $ en espèces. J'ai arrêté de respirer. L'air a complètement quitté mes poumons. J'ai fixé les documents juridiques, les chiffres se brouillant sur la page. Ce n'était pas seulement l'argent, cependant. L'argent changeait ma vie, pour un gars qui mangeait autrefois dans une benne de cafétéria. C'était le fait que quelqu'un avait enfin vu ma lutte. Quelqu'un reconnaissait la ténacité et voulait la récompenser. Abernathy m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture, son expression sévère s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à un respect sincère. Il a dit, « Elle voulait que vous ayez de l'air, Nolan. » Ses mots exacts étaient que j'avais gagné le droit de construire mon empire sans chaîne. Elle voulait investir dans mon avenir, parce que personne d'autre dans ma famille ne l'avait fait. Le reste de sa succession, qui n'était pas massive, principalement la vente de sa modeste maison et un petit compte de retraite, a été partagé également entre mon père et ma tante Sylvia. Julien n'a rien eu, pas un seul sou. Grand-mère Clara savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que Julien allait gaspiller l'argent, et elle savait que mes parents l'encourageraient. J'ai pris ces 75 000 $ et je les ai utilisés comme acompte sur une solide propriété immobilière commerciale, dans un quartier en plein essor. Mon hypothèque mensuelle était inférieure à ce que je payais autrefois pour mon terrible loyer d'appartement. Le reste est allé directement à l'expansion de mon entreprise. J'ai signé un bail pour un véritable espace de bureau d'entreprise. J'ai embauché du personnel à plein temps. Nous nous développions rapidement, attirant de plus grands clients avec des comptes massifs. La vie se stabilisait enfin. J'étais enfin en sécurité. J'avais une maison, une entreprise florissante et une paix absolue. Puis l'explosion est arrivée. Julien a découvert les détails exacts du testament. Mon téléphone a sonné un mardi soir. Je dînais dans ma nouvelle cuisine, regardant des échantillons de peinture. C'était Julien, et il criait si fort que le haut-parleur de mon téléphone crépitait et déformait sa voix. Il m'a traité de voleur. Il m'a traité de sociopathe manipulateur. Il a dit que j'avais profité d'une femme mourante et sénile juste pour gonfler mon compte en banque. Il a dit que cet argent était censé être son filet de sécurité, son héritage légitime en tant que petit-fils aîné. Je l'ai écouté déblatérer, mon sang se transformant en glace. J'ai serré le comptoir de cuisine en granit jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas égalé son énergie hystérique. J'ai juste parlé avec des faits froids et durs. Je lui ai dit qu'il était pathétique. Je lui ai dit qu'il avait fait la fête pendant une éducation gratuite, qu'il avait mené une vie de luxe aux frais de nos parents, tandis que je me sortais de la boue à main nue. Je lui ai dit que les choix avaient des conséquences, et j'ai raccroché. Mais la colère de Julien n'était pas seulement de la pure jalousie ou un ego blessé. C'était un désespoir pur et simple. Pendant que je construisais mon cabinet comptable et sécurisais mon avenir financier, Julien était tombé tête la première dans un système de marketing multiniveau prédateur. Une de ces entreprises poubelles vendant des compléments vitaminiques trop chers, et recrutant des lignées pour créer une énorme pyramide de fausses richesses. Il avait convaincu mes parents d'investir 50 000 $ de leurs propres économies de retraite dans son inventaire initial. Il leur promettait des retours massifs et une retraite anticipée en Floride. Il a acheté des centaines de boîtes de produits qui pourrissaient simplement dans leur garage. Il a vécu un faux style de vie somptueux pour attirer de nouvelles recrues. Il a accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit pour payer des voitures de location et des vêtements de créateurs. Tout s'est effondré, de manière prévisible. L'entreprise a fait l'objet d'une enquête du gouvernement fédéral pour fraude. Julien a été frappé par d'énormes rétrofacturations de la part de recrues en colère qui voulaient récupérer leur argent. Il faisait face à une faillite personnelle, devant plus de 70 000 $ à divers créanciers agressifs. Il se noyait et entraînait activement mes parents avec lui. Ma mère m'a appelé exactement une semaine après l'altercation de Julien. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment allait ma nouvelle maison ou comment mon entreprise se développait. Elle a juste énoncé une exigence. Elle a dit, nous avons besoin de 50 000 $. Julien a des problèmes et tu vas l'aider tout de suite.
Je me suis assis à mon bureau, regardant le panorama urbain par la fenêtre de mon bureau, et j'ai ri. Un son sec, dur, sans humour qui a raclé le fond de ma gorge. Je lui ai demandé si elle était complètement folle. Je lui ai dit absolument pas. Pas la moindre chance. Elle a halté comme si je venais de la frapper physiquement au visage. Elle a dit que je le devais à la famille. Elle a dit qu'ils croyaient en Julien et qu'ils avaient fait un investissement dans son avenir. Et parfois, les investissements tournent mal. Puis sa voix est devenue vicieuse, tombant dans un sifflement bas et venimeux que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle a dit que le moins que je pouvais faire, étant donné que j'avais escroqué Clara de son argent, était d'aider ma propre chair et mon propre sang à éviter la ruine totale. Je lui ai dit que je n'avais escroqué personne. Je lui ai dit que j'avais gagné ma vie et que Julien pouvait aller travailler de nuit dans une station-service pour payer ses propres dettes, comme un adulte responsable. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Je pensais que c'était la fin. Je pensais qu'ils bouderaient, se plaindraient à leurs amis du country club de leur fils ingrat et égoïste, et régleraient leurs propres problèmes. 3 semaines plus tard, je suis sorti de mon immeuble de bureau pour me rendre à ma voiture. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le trottoir. Un homme en coupe-vent uni a croisé mon chemin, m'a demandé si j'étais Nolan, et m'a claqué une épaisse enveloppe en papier sur la poitrine. Vous avez été servi. Je me suis assis sur le siège conducteur de ma voiture, le cœur battant contre mes côtes, déchirant l'enveloppe. La plainte légale était dense, pleine de jargon juridique complexe. Mais les accusations étaient claires comme le jour. Il me poursuivait pour enrichissement injuste et interférence tortieuse avec les relations familiales. Il affirmait légalement que j'avais frauduleusement obtenu mon héritage en brisant mentalement une vieille femme malade. Mais ce n'était pas le pire. Le procès en lui-même était absurde, mais le pire était l'affidavit sous serment joint au tout dernier de la plainte. J'ai lu la signature au bas de la page, et mon estomac s'est complètement retourné. Le monde a basculé sur son axe. C'était signé par Félix. Félix était un gars avec qui j'étais allé à l'université. Nous étions dans les mêmes cours de comptabilité. Après l'obtention du diplôme, quand il ne trouvait pas de travail, ne pouvait pas réussir ses examens et ne pouvait pas payer le loyer de son terrible appartement, je l'ai aidé. Je lui ai donné du travail supplémentaire en freelance de mon cabinet. Je l'ai payé de ma propre poche juste pour le maintenir à flot. Nous avions l'habitude de boire des bières bon marché sur le sol de mon appartement et de parler de réussir dans le monde de l'entreprise. Finalement, j'ai dû arrêter de lui donner du travail parce que sa qualité baissait et qu'il commençait à manquer des délais critiques. Mais je pensais que nous étions toujours amis. Et là, en texte juridique noir sur blanc, Félix a juré sous peine de parjure que je m'étais vanté ivre devant lui d'avoir isolé ma grand-mère. Il a affirmé que j'avais explicitement comploté pour éloigner mes parents de l'hôpital afin de lui laver le cerveau pour qu'elle réécrive son testament. Il a écrit que j'avais ri d'avoir trompé une vieille femme pour lui prendre son argent afin de financer mon entreprise. Mes propres parents avaient acheté mon ami. Ils avaient retrouvé quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qu'ils savaient désespéré d'argent et qui avait une légère rancune. Il lui avait glissé Dieu sait combien d'argent et l'avait convaincu de commettre un parjure fédéral juste pour me détruire. La trahison était si profonde, si physiquement écœurante que j'avais l'impression de suffoquer dans ma propre voiture. Je ne pouvais pas faire entrer assez d'air dans mes poumons. Ils étaient prêts à m'envoyer en prison pour fraude. Ils étaient prêts à me faire publiquement déshonorer, à ruiner ma réputation professionnelle et à détruire mes moyens de subsistance. Juste pour mettre la main sur de l'argent afin de payer les cartes de crédit de Julien. J'étais complètement isolé. Les loups m'avaient complètement encerclé, et ils portaient les visages de ma famille. Je pensais avoir touché le fond là, dans ce parking, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'avais incroyablement tort. La guerre psychologique ne faisait que commencer, et ils étaient sur le point de tout mettre en œuvre pour m'écraser. L'immense stress du procès a commencé à s'infiltrer dans tous les aspects de ma vie. C'était un nuage sombre, lourd et suffocant qui me suivait partout où j'allais. Je ne dormais pas. Je restais éveillé à 3 heures du matin, mon esprit parcourant les pires scénarios. Je perdais du poids rapidement, mes coûteux costumes professionnels me pendaient comme sur un épouvantail. Je m'asseyais dans mon magnifique nouveau bureau, regardant des modèles financiers complexes et des projections salariales pour mes clients. Mais tout ce que mon cerveau pouvait traiter, c'était des documents juridiques, des dépositions et la signature mensongère de Félix sur cet affidavit. Thorne,
leur avocat agressif, était absolument impitoyable. Il déposait motion après motion, instrumentalisant le système juridique pour me noyer sous la paperasse. Il exigeait tous mes dossiers commerciaux, mes relevés bancaires personnels et d'entreprises remontant à 5 ans, et toute ma liste de clients confidentiels. Il a audacieusement affirmé au juge que j'avais utilisé l'héritage volé pour concurrencer injustement sur le marché, et que ma croissance rapide était une preuve concrète de fonds illicites blanchis. C'était une expédition de pêche massive et épuisante, conçue spécifiquement pour me saigner à blanc en frais d'avocat, m'épuiser mentalement, et forcer un règlement financier désespéré avant que nous n'arrivions à un procès. Un soir, j'étais assis complètement seul dans mon salon sombre, fixant le mur blanc, un verre d'eau glacée à la main. La maison semblait beaucoup trop grande et trop silencieuse. Mon téléphone a sonné sur la table basse. L'identification de l'appelant brillait intensément dans la pièce sombre, oncle Edgar. Edgar était le frère aîné de mon père. Il jouait toujours le rôle du joyeux pacificateur lors des dîners de Thanksgiving en famille. C'était le gars qui coupait la dinde, racontait des blagues de papa ringarde et prétendait que nous étions une famille parfaitement normale, heureuse et fonctionnelle. J'ai hésité, mon pouce planant au-dessus du bouton rouge pour refuser l'appel. Je ne voulais parler à personne portant mon nom de famille, mais j'ai finalement décroché. J'avais besoin de savoir quel serait leur prochain coup. J'avais besoin de renseignements. La voix d'Edgar était douce, excessivement raisonnable, et dégoulinante de fausses sollicitudes sucrées. « Nolan, mon garçon », a-t-il dit en douceur, comme un politicien. Toute cette histoire est une tragédie absolue, elle déchire la famille. Ta mère est une épave complète, elle pleure tous les jours. Julien est profondément déprimé, il ne quitte presque pas sa chambre. Tu es mon neveu et je t'aime. Arrange-toi, mon fils. Donne-leur une partie de l'argent pour aider ton frère. Si tu admets juste que tu as fait une erreur de jugement avec Clara. Si tu dis juste que les choses ont dégénéré quand tu étais stressé à l'hôpital, nous pouvons faire disparaître tout ce non-sens juridique aujourd'hui. Nous sommes une famille, Nolan. Nous te pardonnons. Dis juste le mot. J'étais assis dans la salle de conférence avec Diana, mon brillante et impitoyable avocate de la défense, plus tôt cette semaine, pour discuter de la stratégie de découverte. Je me suis souvenu parfaitement de ses conseils. Cela a résonné dans ma tête, ne faites confiance à personne. Documentez tout. Ils essaieront de vous piéger pour que vous admettiez votre culpabilité. Ne parlez pas sans ma présence. J'ai mis Edgar en haut-parleur et posé le téléphone sur la table. Le dégoût absolu que je ressentais était indescriptible. Edgar n'appelait pas pour m'aider. Il n'appelait pas parce qu'il se souciait de mon âme ou de mon bien-être mental. C'était un espion. Il l'avait envoyé pour me soutirer de faux aveux sur bande, afin de pouvoir les présenter comme preuve et me ruiner complètement. Il voulait que je dise que j'avais fait une erreur, pour qu'il puisse prouver la fraude. Je me suis penché vers le téléphone, ma voix d'un calme mortel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai parlé avec la précision froide et calculée d'un chirurgien tenant un scalpel. Edgar, ai-je dit lentement, m'assurant que l'enregistrement captait chaque syllabe clairement. Je n'ai pas fait d'erreur. Grand-mère Clara a fait son choix, avec un esprit parfaitement sain. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et elle m'a choisi parce que j'étais le seul à me montrer. Et si vous soumettez cet appel téléphonique enregistré illégalement à Thorne, mon avocat vous fera personnellement inculper de violation des lois sur les écoutes téléphoniques de l'État. Ne me contactez plus jamais. J'ai raccroché le téléphone et bloqué son numéro. C'était le moment exact où le tout dernier lambeau de mon innocence d'enfant est mort. Il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était une guerre de terre brûlée. Mais je ne me battais pas entièrement seul. Le lendemain matin, je suis entré dans mon cabinet ressemblant à un fantôme absolu. J'avais de cernes sous les yeux. Ma peau était pâle et mes mains tremblaient en versant mon café du matin dans la salle de pause. Maya, ma toute première employée, ma brillante bras droit, m'a suivi dans mon bureau privé et a fermé la porte fermement derrière elle, la verrouillant. Elle savait tout sur le procès. Tout le bureau le savait, car Thorne avait tenté d'assigner mon personnel pour les harceler et déterrer des saletés inexistantes. Maya n'a pas offert de pitié vide. Elle n'a pas demandé comment je me sentais, ni offert une étreinte sympathique. Elle s'est dirigée vers mon bureau et a laissé tomber une pile massive de dossiers clients complétés, parfaitement audités,
sur mon bureau avec un bruit sourd. Je m'occupe du compte Johnson, a dit Maya, sa voix dure et complètement inébranlable. Et Dave prend le relais des projections trimestrielles pour la société immobilière. Vous, concentrez-vous sur le fait de survivre à ce procès et de les écraser. Nous faisons en sorte que l'entreprise tourne parfaitement. Nous vous soutenons. Vous avez bâti cet endroit, Nolan, et nous n'allons pas les laisser prendre ce que nous avons bâti. J'ai agrippé le bord du bureau en acajou, retenant l'intense brûlure derrière mes yeux. Je n'ai pas pu parler un instant. Ma famille de choix, les gens que je payais, les gens qui m'avaient réellement vu travailler 18 heures par jour pour construire cet endroit depuis un ordinateur portable sur un matelas, m'ont montré plus de loyauté et de protection féroce en 5 minutes que mes parents de sang ne m'en avaient montré en 30 ans de vie. Ce même après-midi, la marée a enfin tourné en ma faveur. Une enveloppe en papier mâché non identifiée est arrivée par la poste personnelle à mon domicile. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom imprimé en lettres majuscules. Je l'ai déchiré. À l'intérieur se trouvait une chaîne de mai imprimée. Elle provenait de ma tante Sylvia, la sœur de ma mère, qui avait toujours observé le favoritisme flagrant de mes parents avec une désapprobation silencieuse et serrée. Elle en avait finalement assez vu. Elle ne pouvait plus supporter le parjure et la méchanceté, et elle a décidé de réduire sa propre sœur en cendres. L'email était entre ma mère et Julien, daté exactement une semaine après le décès de Clara, juste avant qu'il ne dépose la plainte. Ma mère a écrit « Si nous pouvons prouver que Nolan nous a tenus éloignés de l'hôpital, nous pouvons contester le testament devant le tribunal des successions. Nous devons documenter chaque fois qu'il était la seule. Thorne dit que si nous alléguons une influence indue, nous pouvons forcer un règlement financier pour te sortir de la dette. Nous avons juste besoin d'un témoin crédible pour dire que Nolan l'a planifié. » Julien a répondu « Et ce minable de Félix ? Il déteste Nolan maintenant, parce que Nolan a arrêté de lui donner du travail. Je parie que nous pourrions lui donner quelques milliers de l'épargne retraite de papa pour dire que Nolan a tout planifié. Il a besoin d'argent pour le loyer. Offrons-lui 5 000 $ pour signer un affidavit. » C'était l'arme irréfutable. C'était une preuve écrite et irréfutable de conspiration, d'extorsion et de subornation de parjure fédérale. Je n'ai même pas changé de vêtements. J'ai attrapé les papiers, j'ai sprinté vers ma voiture et j'ai conduit directement au bureau d'avocat de Diana, brûlant 2 feux rouges en chemin. J'ai jeté les emails sur son bureau. Elle a lu le texte imprimé, ses yeux s'écarquillant, puis un sourire lent, dangereux et terrifiant s'est dessiné sur son visage. Nous avions les munitions. Nous avions leur plan de jeu illégal exact entre nos mains. Nous n'allions pas nous arranger à l'amiable, et nous n'allions pas déposer une requête en rejet anticipé pour que cela disparaisse discrètement. Nous allions les laisser entrer directement dans cette salle d'audience. Nous allions les laisser s'asseoir à la barre des témoins sous serment, raconter leurs mensonges élaborés à un juge fédéral, et creuser leur propre tombe si incroyablement profondément qu'ils ne reverraient plus jamais la lumière du jour. L'orage arrivait, et j'allais être la foudre. Le matin du procès, je me suis réveillé 3 heures avant même que mon réveil n'ait eu la chance de sonner. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre était de cette couleur violet foncé, meurtri, qui n'existe qu'au cœur de la nuit, juste avant l'aube. Je n'avais pas dormi plus de 45 minutes d'affilée depuis 6 mois. Le procès imminent avait été un poids lourd, suffocant, pesant sur ma poitrine chaque fois que je fermais les yeux. Je suis entré dans ma salle de bain principale, j'ai tourné le robinet de la douche au réglage le plus froid possible, et je me suis tenu sous l'eau glacée jusqu'à ce que mes dents claquent et que mon esprit devienne complètement vide. J'avais besoin d'être incroyablement vif aujourd'hui. J'avais besoin d'être entièrement dépourvu d'émotions humaines. Les émotions étaient exactement ce sur quoi ma famille comptait. Ils voulaient que j'aie peur. Ils voulaient que je sois trop sentimental. Ils voulaient que je les regarde de l'autre côté de cette énorme salle d'audience en bois et que je cède sous le poids insupportable de 30 ans d'histoire partagée. Ils voulaient que je règle l'affaire à l'amiable, que je leur remette mon salaire durement gagné et que je sacrifie mes investissements immobiliers. Juste pour acheter leur version toxique de la paix. J'ai enfilé mon meilleur costume sur mesure. C'était un costume en laine gris anthracite foncé qui me seyait parfaitement, un costume qui inspirait le respect dans n'importe quelle salle de conseil d'administration. J'ai noué ma cravate de soie avec des mains parfaitement stables. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai réalisé que l'enfant effrayé et négligé qui dormait dans un sous-sol humide avait entièrement disparu. Il avait été consumé par le stress financier, le travail acharné incessant et la trahison familiale ultime.
L'homme qui me regardait était un PDG. C'était un survivant. C'était un homme qui s'occupait des règlements de divorce d'entreprises compliquées et des batailles financières complexes pour la garde des clients pour gagner sa vie. Je n'allais pas laisser un enfant gâté et deux parents délirants prendre tout ce que j'avais construit. J'ai conduit ma voiture jusqu'au centre-ville et j'ai rencontré Diana, ma brillante avocate de la défense, sur les lourdes marches en pierre du tribunal de comté. L'air du matin était frais et impitoyable. Diana portait deux énormes mallettes en cuir, remplies à ras-bord de notre stratégie de défense, de dossiers financiers et de dépositions sous serment. Elle m'a regardé, ses yeux sombres vifs et perçants. Elle n'a pas offert de discours d'encouragement chaleureux et réconfortant. Elle n'a pas tapoté mon épaule. Elle a juste regardé les lourdes portes du tribunal et a dit « Nous les laissons parler aujourd'hui, Nolan. Nous les laissons construire leur délicat château de cartes. Nous les laissons se sentir puissants. Et ensuite, nous sortons les allumettes et nous le réduisons en cendres. » Entrer dans cette salle d'audience, c'était exactement comme entrer sur un champ de bataille médiéval. L'air était épais, rassis et sentait la vieille cire à bois et la sueur nerveuse. Les lourds bancs en bois gémissaient sous le poids des spectateurs. J'ai pris place à la table de la défense, pliant mes mains avec soin devant moi. 10 minutes plus tard, les doubles portes au fond de la pièce s'ouvrirent avec un grand bruit sourd. Mes parents entrèrent, flanquant Julien comme des agents des services secrets protégeant un dignitaire étranger. Ils semblaient beaucoup trop à l'aise. Ils avaient l'air d'assister à un gala de bienfaisance de la haute société, pas à un procès fédéral qui pourrait détruire leur plus jeune fils. Mon père, Richard, souriait largement. Il a même traversé la pièce et a serré la main de Thorne, leur avocat plaignant véreux. Ils étaient comme à un cocktail de country club, discutant de leur portefeuille de retraite et de leur handicap de golf. Ma mère, Béatrice, avait perfectionné sa tenue de victime professionnelle. Elle portait un cardigan en cachemire pâle, un maquillage minimal pour paraître pâle, stressée et épuisée. Elle serrait un mouchoir en dentelle vintage dans ses mains parfaitement manucurées. Julien avait l'air complètement ennuyé par tout le processus. Il portait un costume de marque légèrement trop serré, ses cheveux parfaitement coiffés avec du gel coûteux. Il était complètement inconscient de la gravité de la situation. Il s'est assis lourdement sur sa chaise en bois, a sorti son smartphone et a immédiatement commencé à envoyer des messages. Ils étaient entièrement enveloppés dans le piège dangereux de leur propre complaisance. Ils croyaient fermement que, parce qu'ils étaient mes parents, ils détenaient une autorité suprême et incontestable sur ma vie, mes finances et la vérité absolue. Ils pensaient que j'étais une cible facile. La juge Sandra Kowalski est entrée dans la pièce, et l'huissier a ordonné à tout le monde de se lever. La juge Kowalski était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris fer tirés en un chignon sévère. Ses yeux semblaient pouvoir couper l'acier. Elle ne ressemblait pas à une femme qui tolérait le moindre non-sens, parjure ou manipulation émotionnelle dans sa salle d'audience. Elle a pris place, a ajusté ses lunettes de lecture et a ordonné que la procédure commence. Thorne s'est levé pour prononcer sa déclaration liminaire. Il a fait les 100 pas avec confiance, projetant sa voix forte jusqu'au fond de la pièce, pour s'assurer que chaque spectateur entendait son récit. Il a dressé un tableau magistral et dégoûtant d'une famille en deuil, profondément aimante, qui avait été violemment déchirée par la cupidité débridée d'un fils cadet. Il m'a pointé directement du doigt, élevant la voix, me qualifiant de prédateur financier. Il a affirmé, j'ai utilisé mon expérience professionnelle en comptabilité d'entreprise pour confondre et isoler systématiquement une femme mourante et vulnérable. Il a dit au juge, j'ai agressivement interdit à mes parents l'accès à la chambre d'hôpital pendant les derniers jours de Clara. Il a déclaré, pour le dossier public, que j'avais malicieusement volé l'avenir d'un jeune homme brillant et prometteur, nommé Julien, un homme qui comptait désespérément sur son héritage familial légitime pour lancer une entreprise légitime. J'étais assis là, le visage taillé dans la pierre. J'ai serré mon stylo jusqu'à ce que mes jointures blanchissent complètement. Mais je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas secoué la tête en signe de déni. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai juste regardé Thorne tisser une toile massive et collante d'absurdité. Puis ils ont appelé leur tout premier témoin, ma mère. Béatrice s'est dirigée lentement vers la barre, s'assurant de paraître incroyablement fragile. Elle a posé sa main sur la Bible et a juré de dire toute la vérité. Une ironie profonde et écœurante qui me nouait l'estomac. Sous les questions douces et soigneusement orientées de Thorne, elle a commencé à pleurer. De vraies larmes coulaient sur son visage poudré.
Elle a longuement parlé de l'incroyable proximité entre Julian et grand-mère Clara, lorsque Julian était un tout petit. Elle a commodément omis les 20 dernières années de négligence totale et absolue. Elle a affirmé que, pendant les dernières semaines de Clara, j'étais devenu profondément agressif et possessif. Elle a témoigné sous serment que j'avais exigé qu'il reste loin de l'hôpital, leur disant que les médecins avaient dit que Clara avait besoin d'un repos total. Pour ensuite que je fasse secrètement entrer un avocat en succession afin de réécrire le testament en ma faveur. Diana s'est levée pour le contre-interrogatoire. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle a marché lentement, méthodiquement, vers le pupitre en bois, au centre de la pièce. Madame Chambers, a dit Diana en douceur, sa voix résonnant parfaitement dans la pièce silencieuse. Vous venez de témoigner sous serment que vous avez été physiquement et verbalement empêché de rendre visite à Clara, parce que mon client a bloqué la porte de l'hôpital. Est-ce votre déclaration officielle? Oui. Ma mère a reniflé bruyamment, s'épongeant les yeux avec le mouchoir en dentelle. Nolan était si incroyablement contrôlant. Il nous tenait à l'écart d'elle. Diana a sorti une feuille de papier immaculé de son épais dossier juridique. J'ai ici les registres officiels des visiteurs de l'hôpital, obtenus directement auprès du service de sécurité. L'hôpital avait des heures de visite libres, de 8 heures du matin à 20 heures le soir. Il n'y avait aucune restriction médicale dans la chambre de Clara Chambers. De plus, les enregistrements électroniques de sécurité du parking montrent que vous et votre mari avez utilisé votre carte de crédit pour entrer dans le parking visiteur exactement 2 fois, en une période de 3 semaines. Si vous étiez si désespéré de voir votre belle-mère mourante, Madame Chambers, pourquoi n'êtes-vous resté que 14 minutes un mardi et 20 minutes un dimanche? Ma mère a chancelé instantanément. Les larmes dramatiques ont immédiatement séché. Elle a agrippé les bords de la barre des témoins. Nous étions très occupés. Nous avions d'importantes obligations familiales, et Nolan a rendu l'environnement incroyablement hostile pour nous. D'importantes obligations, a répété Diana à voix haute, s'assurant que le juge entendait chaque mot. Comme le comité de planification estivale de l'association de quartier? Car je tiens en main les procès-verbaux officiels de ces réunions, montrant que vous débattiez activement et passionnément de la couleur des chaises de la piscine communautaire. Pendant que votre belle-mère mourait activement d'un cancer des os de stade 4. Thorne s'est levé de sa chaise, criant une objection, arguant de la pertinence. La juge Kowalski l'a immédiatement rejeté, fusillant ma mère du regard avec une expression de dégoût pur et absolu. Le suivant à la barre fut Julian. Il s'est avancé avec une confiance excessive. Il a témoigné que l'argent de l'héritage était censé financer sa nouvelle entreprise, omettant complètement le fait massif et flagrant que sa soi-disant entreprise était une pyramide de Ponzi fédérale qu'il avait ruinée et avait vidé les économies de ses parents. Diana l'a absolument détruit en moins de 3 minutes. Elle a mis en évidence ses dettes massives de cartes de crédit en souffrance, son historique de marketing multiniveau raté, et son manque total de contacts documentés avec grand-mère Clara pendant 5 années consécutives. Elle l'a dépeint exactement tel qu'il était en réalité, un homme désespéré et imbu de lui-même, cherchant un sauvetage financier facile pour éviter les conséquences de ses propres choix désastreux. Mais le véritable piège, le moment où ma famille a véritablement cru avoir porté le coup de grâce, fut lorsque Thorne a appelé Félix à la barre. Félix est entré dans la salle d'audience, l'air incroyablement nerveux. Il transpirait abondamment. Il a complètement refusé de regarder dans ma direction. Il a prêté serment d'une main tremblante. Thorne l'a guidé à travers l'histoire soigneusement fabriquée. Félix a témoigné que nous buvions des bières dans mon appartement. Et que je m'étais vanté ivre devant lui d'avoir trompé une vieille femme sénile pour qu'elle me cède toute sa succession. Il a affirmé que j'avais explicitement élaboré un plan directeur. Il a dit que j'en avais ri. Il a dit que j'avais traité mes parents de stupides et de naïfs. La galerie a haleté bruyamment. Mon père a hoché la tête solennellement, l'air profondément peiné. Ma mère a dramatiquement serré son cœur. Il pensait avoir enfin gagné. Il pensait que le parjure de Félix était le dernier clou dans mon cercueil. Ils étaient si incroyablement complaisants, si complètement sûrs de leur propre invincibilité et de leur habile manipulation. Ils n'ont même pas remarqué Diana souriant légèrement à la table de la défense. Je pensais que le pire était passé, mais l'explosion n'était qu'à quelques secondes. Toute la salle d'audience était absolument silencieuse après que Félix eut terminé son horrible témoignage fabriqué.
Thorne est retourné à sa table de plaignant avec un énorme sourire triomphant plaqué sur le visage. Il m'a regardé comme si j'étais un petit insecte insignifiant qu'il venait d'écraser sous sa coûteuse chaussure en cuir italien. Mon père s'est penché sur la table, a chuchoté quelque chose directement à l'oreille de Julian, et ils ont tous les deux ri à voix haute. Ils pensaient qu'ils allaient sortir de ce bâtiment avec un chèque de 3/4 million de dollars. Ils pensaient qu'ils me possédaient. Diana s'est levée lentement de notre table. Cette fois, elle n'a pas marché jusqu'au pupitre. Elle s'est tenue juste au centre absolu du sol de la salle d'audience, exigeant l'attention de chaque personne dans la pièce. Elle a regardé directement la juge Kowalski. « Votre honneur » a dit Diana, sa voix claire, tranchante et totalement imperturbable par le témoignage précédent. La défense appelle Monsieur Arthur Abernathy à la barre. Un murmure confus a rapidement parcouru la galerie des spectateurs. Thorne a froncé les sourcils profondément, frénétiquement, fouillant dans ses papiers juridiques en désordre. Monsieur Abernathy, l'avocat vétéran de la succession de grand-mère Clara, a traversé lentement les lourdes portes en bois à l'arrière de la pièce. C'était un homme distingué d'une 60aine d'années, portant un classique costume en tweed et transportant une lourde boîte métallique verrouillée. Il a pris la barre des témoins avec une dignité tranquille et indéniable qui commandait instantanément le respect. Diana a passé 2 minutes à établir ses impeccables références. 40 ans de pratique du droit successoral de haut niveau. Un dossier complètement impeccable auprès de l'ordre des avocats de l'État. Puis elle est allée droit au but. Monsieur Abernathy, étiez-vous physiquement présent lorsque Clara Chambers a rédigé son dernier testament? J'y étais, a-t-il répondu, sa voix grave, rauque et résolue. J'ai rédigé le document personnellement, selon ses instructions exactes. Mon client, Nolan Chambers, a-t-il participé de quelque manière que ce soit à la rédaction de ce testament? Était-il physiquement présent dans la pièce? Vous a-t-il jamais contacté, à aucun moment, concernant le contenu de la succession, du fonds universitaire ou de tout bien immobilier? Non, absolument pas, a dit Abernathy fermement, regardant directement le juge. Nolan Chambers ignorait entièrement le contenu du testament jusqu'à 4 jours complets après les obsèques. Clara lui a explicitement demandé de quitter la chambre d'hôpital et d'attendre dans le couloir. Avant que nous ne discutions de toute question financière ou ne signions tout document juridiquement contraignant. Thorne s'est levé de sa chaise. Son visage rouge de colère. Objection, votre honneur. C'est un oui-dire flagrant. La défunte ne peut pas témoigner de son état d'esprit, ni de la présence d'une coercition cachée. Nous n'avons que la parole de cet avocat contre un témoin indépendant sous serment qui affirme que le défendeur a directement avoué un complot malveillant. La juge Kowalski a regardé Diana, son expression complètement illisible. Avocate, où voulez-vous en venir avec cette ligne de questions? Diana s'est calmement dirigée vers la barre des témoins. Monsieur Abernathy a déverrouillé la lourde boîte métallique posée sur ses genoux et a sorti une clé USB standard en argent. Il l'a soigneusement remise à Diana. Votre honneur, a dit Diana, se tournant doucement vers le banc. Nous n'avons pas besoin de nous fier au oui-dire aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de deviner l'état d'esprit de Clara Chambers, sa capacité mentale, ou ses véritables intentions. Car Clara Chambers avait anticipé ce cirque dégoûtant. Elle savait exactement qui était son fils et son petit-fils aîné, et elle a laissé un message direct au tribunal. La couleur avait complètement quitté le visage suffisant de mon père. Il s'est redressé d'un coup sur sa chaise, ses mains agrippant le bord de la table. Ma mère a laissé tomber son mouchoir en dentelle vintage sur le sol. Diana a remis la clé USB à la greffière du tribunal. Un grand écran de télévision sur un support roulant a été apporté au centre de la salle d'audience, face au jugé à la galerie. La pièce était si incroyablement silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement de la climatisation et la respiration rapide de ma famille. L'écran de télévision s'est allumé. C'était grand-mère Clara. Elle était assise dans son lit d'hôpital d'un blanc éclatant. Elle avait l'air frêle, sa peau pâle à cause de la chimiothérapie agressive, mais ses yeux étaient brillants, vifs et pleins d'un feu absolu, indéniable. Monsieur Abernathy était visible dans le coin de l'image, tenant la caméra d'enregistrement. Clara a regardé directement dans l'objectif de la caméra, son regard perçant l'écran numérique. Je m'appelle Clara Chambers, sa voix a résonné dans la salle d'audience silencieuse, forte et claire. Je suis d'esprit tout à fait sain. J'enregistre cette déclaration vidéo parce que je connais mon fils Richard et je connais sa femme Béatrice.
Quand ils découvriront que je laisse mes liquidités à mon plus jeune petit-fils, Nolan, ils perdront complètement la tête. Ils essaieront probablement de le poursuivre en justice. Ils prétendront probablement qu'il m'a manipulé ou que j'étais sénile. Alors, permettez-moi de mettre les choses au clair, pour le juge qui sera forcé d'écouter leurs absurdités absolues. Dans la galerie, une femme a haleté bruyamment. Julian s'est recroquevillé si bas sur sa chaise qu'il a presque disparu. Nolan ne m'a pas demandé un seul sou, a poursuivi Clara, sa voix gagnant en force émotionnelle. Il ne sait même pas que j'ai de l'argent à lui laisser. Je lui donne 75 000 $ parce qu'il est la seule personne dans toute cette famille à connaître la valeur réelle d'un dollar durement gagné. Il a travaillé sans relâche, pendant que ses parents l'ignoraient délibérément. Il a remboursé ses propres dettes étudiantes massives. Il a bâti une entreprise prospère à partir de rien. Il s'est assis à mon chevet tous les soirs, me tenant la main, pendant que mon propre fils était trop occupé à assister à des cocktails de quartier pour regarder sa mère mourir. Elle a fait une pause, prenant une lente inspiration. Puis ses yeux se sont rétrécis en un regard féroce. Et quant à Julian, je sais tout sur l'escroquerie du marketing multiniveau. Je sais que Richard et Béatrice ont follement vidé leur compte de retraite pour financer un système pyramidal. Je ne laisserai pas mon argent durement gagné à un garçon paresseux et imbu de lui-même pour qu'il puisse payer des cartes de crédit qu'il a maximisées pour impressionner des étrangers. Nolan a gagné cet argent. Si Richard ou Béatrice essaient de le lui prendre au tribunal, ils prouvent exactement pourquoi ils ne méritent pas un centime. Ils prouvent qu'ils sont exactement les personnes avides que j'ai toujours su qu'ils étaient. L'écran est devenu instantanément noir. Le silence dans la salle d'audience était absolu. C'était un silence suffocant, lourd et incroyablement dense. J'ai regardé la table des plaignants. La bouche de mon père était légèrement ouverte, son visage complètement livide. Ma mère fixait l'écran de télévision vide, complètement paralysée par la voix de la femme morte qui dénonçait sa cupidité. Julian avait l'air d'être physiquement malade, juste là, sur la table en bois. Mais Diana n'avait pas terminé. La vidéo était l'événement principal, le coup de massue émotionnel, mais elle avait gardé le coup de grâce légal, absolument indéniable, pour la fin. Elle s'est dirigée vers la table de Thorne et a laissé tomber une pile épaisse de papiers imprimés juste devant lui. Elle a remis des copies officielles à la greffière du tribunal et a transmis un exemplaire à la juge Kowalski. « Votre honneur » a dit Diana, sa voix dégoulinante de glace absolue. « Ce que vous tenez entre vos mains sont des chaînes de mails imprimés, horodatées numériquement, entre les plaignants, Béatrice et Julian Chambers. Ces emails nous ont été transmis en toute sécurité par un membre de la famille inquiet. Ils ont été envoyés exactement une semaine après le décès de Clara, quelques jours seulement avant le dépôt de cette plainte. J'ai vu la juge Kowalski enfiler ses lunettes de lecture. Ses yeux ont parcouru la page imprimée. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés supplémentaires. La mâchoire de la juge s'est resserrée dangereusement. Dans ses emails, a poursuivi Diana, tournant son corps pour regarder directement ma famille. Béatrice et Julian discutent explicitement de la fabrication d'un faux récit d'influence indue. Et bien plus important encore, votre honneur, ils discutent explicitement de payer le témoin qui vient de s'asseoir dans cette salle d'audience, Félix. Plusieurs milliers de dollars du compte d'épargne retraite de Richard Chambers, pour fournir un faux affidavit sous serment. Ils ont activement conspiré pour commettre un parjure fédéral, et ils ont exécuté cette conspiration illégale aujourd'hui, ici même dans votre salle d'audience. Thorne s'est levé d'un bond, le visage rouge écarlate, hyperventilant pratiquement, criant sauvagement à propos de preuves irrecevables, de biens volés et de violations de la vie privée. La juge Kowalski a saisi son lourd marteau en bois et l'a frappé si fort que le son a retenti dans la pièce comme un coup de fusil. « Asseyez-vous et taisez-vous, monsieur Thorne » a-t-elle rugi, sa voix faisant trembler les murs. Elle a regardé directement mes parents, et la fureur pure et absolue dans ses yeux était absolument terrifiante à voir. J'en ai absolument assez entendu. C'est l'abus le plus flagrant, dégoûtant, hautement illégal du système judiciaire que j'ai vu en 30 ans sur le banc. Le piège ne s'était pas seulement refermé sur eux. Il les avait complètement écrasés, réduisant leurs mensonges en poussière. La juge Kowalski n'a pas perdu de temps à se retirer dans ses chambres privées pour délibérer sur les faits. Elle n'avait plus besoin de revoir les dossiers de l'affaire. Elle a rendu son jugement final là, depuis le haut banc. Sa voix résonnant avec la force imparable d'un ouragan absolu. L'ensemble du dossier des plaignants repose entièrement sur des preuves fabriquées, un parjure malveillant et des sentiments amers,
vindicatif et cupide, a déclaré clairement la juge Kowalski, fixant un trou dans le visage terrifié de mon père. Il n'y a aucune preuve de manipulation. Il n'y a aucune preuve de maltraitance envers les personnes âgées. Madame Clara Chambers avait tous les droits légaux de distribuer sa succession exactement comme bon lui semblait. Et son témoignage vidéo rend ses intentions claires comme de l'eau de roche pour ce tribunal. Je rejette cette plainte avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pourra jamais être déposée à nouveau devant aucune juridiction de ce pays. Elle a fait une pause, ajustant ses lunettes, se penchant en avant sur le lourd banc en bois, ses yeux rivés sur mes parents. De plus, cette plainte était complètement frivole, très malveillante et intentée de mauvaise foi grave et intentionnelle. Je sanctionne immédiatement les plaignants. Richard, Béatrice et Julien Chambers paieront l'intégralité des frais de justice du défendeur, qui, d'après mes informations, s'élève à environ 48 000 $. Ce paiement est dû en totalité dans les 30 jours. Sans quoi, j'autoriserai la saisie immédiate de vos salaires et la saisie de vos biens. Ma mère a laissé échapper un sanglot fort, étranglé et authentique. Ce n'était pas un reniflement faux et théâtral cette fois. C'était le son horrible de la véritable ruine financière inévitable, s'abattant sur sa vie de banlieue parfaite. De plus, a poursuivi la juge, sa voix complètement dépourvue de pitié. Je renvoie officiellement M. Thorne à l'ordre des avocats de l'État pour un examen complet et approfondi de sa conduite contraire à l'éthique, en poursuivant agressivement cette demande sans fondement. Et quant aux témoins, Félix, j'ordonne à la greffière du tribunal de transmettre l'intégralité de la transcription des débats d'aujourd'hui et ses emails imprimés directement au bureau du procureur de district. Ceci avec ma plus forte recommandation de porter des accusations de crimes formels pour parjure et complot en vue de commettre une fraude. Le lourd marteau en bois s'est abattu une dernière fois. L'audience est levée. La salle d'audience a éclaté en murmures frénétiques et chaotiques. Thorne fourrait rapidement et agressivement ses papiers en désordre dans sa mallette en cuir. Il refusait complètement de regarder ses clients. Il voulait s'éloigner d'eux le plus possible physiquement. Félix était complètement figé dans les bancs en bois de la galerie, le visage complètement pâle. Il réalisait qu'il allait probablement en prison fédérale, parce qu'il avait accepté un pot de vin bon marché d'une famille désespérée. Je me suis levé lentement de la table de la défense. J'ai soigneusement boutonné ma veste de costume. Je me sentais incroyablement plus léger qu'en plus d'un an. Le nuage sombre, suffocant et lourd qui avait plané sur toute mon existence, menaçant de détruire mon entreprise et ma tranquillité d'esprit, s'était complètement évaporé dans l'air. La victoire n'était pas seulement une victoire juridique. C'était une validation complète, indéniable et publique de chaque choix que j'avais jamais fait, de chaque sacrifice que j'avais enduré, et de chaque nuit tardive que j'avais passée à travailler dans l'obscurité pendant qu'il faisait la fête et m'ignorait. Je suis sorti des lourdes doubles portes, dans le couloir de marbre lumineux et résonnant du palais de justice. Diana marchait juste à côté de moi, un sourire silencieux et profondément satisfait sur son visage. Avant que nous n'atteignions les ascenseurs, j'ai entendu des pas rapides se précipiter derrière moi sur le sol en marbre. Nolan, Nolan, s'il te plaît, attends. Je me suis arrêté et me suis retourné. C'était mon père. Il avait l'air 10 ans plus vieux qu'il ne l'avait été dans la salle d'audience, il y a juste une heure. Sa posture fière et arrogante s'était complètement effondrée. Le sourire suffisant avait entièrement disparu, remplacé par une peur creuse, désespérée et paniquée. Ma mère et Julien traînaient de près derrière lui, ressemblant exactement à des fantômes. Nolan, nous devons vraiment parler, a commencé mon père, sa voix se brisant d'émotion. Il a tendu une main tremblante vers mon épaule. J'ai fait un pas en arrière vif et agressif. Ne me touche pas. Tu ne peux pas vraiment penser ça, a crié ma mère, le poussant pour m'atteindre. Nous sommes ta famille, Nolan. S'il te plaît, tu dois écouter. Si nous devons payer tes énormes frais de justice en plus de la dette de faillite de Julien, la banque va saisir la maison. Nous perdrons notre maison. Nous perdrons absolument tout ce que nous avons. Tu as de l'argent maintenant. Tu as l'entreprise prospère et l'immobilier. Dis juste à ton avocat de laisser tomber les frais. S'il te plaît, fais-le pour ta mère. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance. J'ai regardé l'homme qui m'avait fièrement donné un laissez-passer de bus bon marché, pendant qu'il achetait une Porsche de luxe à mon frère. J'ai regardé le frère prodige qui avait activement essayé de m'envoyer en prison fédérale, parce qu'il était trop paresseux et imbu de lui-même pour travailler pour vivre. Vous m'avez poursuivi en justice,
ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. C'était froid, plat et absolu. Vous avez traîné mon nom professionnel dans la boue. Vous m'avez publiquement accusé de maltraitance envers les personnes âgées. Vous avez acheté mon ami pour qu'il mente sous serment et détruise ma vie. Vous avez essayé de ruiner l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains, parce que vous ne pouviez tout simplement pas accepter le fait que grand-mère Clara voyait exactement qui vous êtes vraiment, derrière des portes closes. Nous avons fait une terrible erreur, a plaidé mon père, les larmes aux yeux. Non, vous n'en avez pas fait, ai-je répondu, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il tressaille et doive détourner les yeux. Une erreur, c'est oublier de payer une facture d'eau. Une erreur, c'est prendre un mauvais virage. Vous avez exécuté une attaque hautement calculée, malveillante et illégale sur ma vie. Vous avez fait un choix, et maintenant vous allez payer les conséquences exactes de ce choix. Vous allez payer mes frais de justice, comme ordonné par le juge fédéral. Et ensuite, nous en aurons fini, définitivement. Je suis ta mère, a hurlé Béatrice hystériquement, sa voix stridente résonnant violemment dans le long couloir de marbre. Spectateurs et avocats se sont retournés pour regarder. Tu nous dois ta vie. Je ne vous dois pas une seule respiration, ai-je dit, ma voix coupant son hystérie comme un couteau. J'en ai complètement fini d'être votre bouc émissaire pratique. J'en ai fini de m'excuser de réussir là où vous avez échoué. Vous voulez savoir de quoi je suis vraiment fier aujourd'hui? Je suis fier de l'avoir fait entièrement seul. Je suis fier de n'avoir jamais eu besoin de votre argent, de votre fonds universitaire ou de votre amour. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste une leçon douloureuse que j'ai dû apprendre. Et je l'ai finalement apprise. Je leur ai tourné le dos, suis monté dans l'ascenseur avec Diana, et j'ai regardé les lourdes portes métalliques se refermer, coupant leurs visages paniqués et désespérés pour toujours. Les conséquences au cours des mois suivants furent absolues et totales. Ils ont dû vider le peu d'argent qu'il leur restait sur leur compte pour payer les énormes honoraires d'avocat de Diana. 8 mois après la fin du procès, la banque a officiellement saisi l'immense et immaculée maison de banlieue de mes parents. La tension financière intense due aux frais de justice, combinée aux pertes catastrophiques et irrécupérables du système de marketing multiniveau de Julien, a créé un trou financier massif dont ils ne pouvaient tout simplement pas se sortir. Ils ont été contraints de remballer leur fausse image immaculée et de déménager dans une propriété locative exiguë et délabrée, dans une zone beaucoup moins chère et indésirable de l'État. La faillite personnelle de Julien a été prononcée. L'enfant prodige, le garçon à qui l'on avait offert une voiture de sport de luxe à 18 ans, a fini par occuper un poste subalterne dans un énorme centre d'appel d'entreprise. Il portait un casque en plastique bon marché et traitait les plaintes de clients en colère pour 14 $ de l'heure. Il devait prendre le bus public tous les jours pour se rendre au travail. Je n'ai pas célébré leur chute. Je n'ai pas organisé de fête somptueuse ni jubilé. J'ai juste ressenti un sentiment de clôture tranquille, profond et profondément satisfaisant. L'univers avait enfin, et de façon permanente, rééquilibré la balance. 7 ans se sont écoulés depuis ce jour incroyable au tribunal. Le passage constant du temps a une façon très drôle de cristalliser votre perspective sur la vie. Vous réalisez soudainement ce qui compte vraiment, ce qui vaut la peine de se battre, et ce qui n'est qu'un bruit de fond toxique que vous devez ignorer. Mon entreprise n'a pas seulement survécu à la vicieuse poursuite en justice. Elle a explosé. L'incroyable histoire de ce qui s'est passé a en fait fuité dans les cercles d'affaires locaux et les événements de réseautage d'entreprises. Les gens respectent énormément la résilience. Ils respectent un jeune homme qui refuse d'être intimidé par qui que ce soit, même par son propre sang. Dans les 3 ans suivant le procès, nous avons dépassé $1 million de revenus annuels. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'emploie 42 personnes incroyables et travailleuses, réparties sur 3 sites de bureaux commerciaux différents. J'ai donné une promotion massive à Maya. Elle est maintenant ma directrice des opérations, et elle mérite chaque centime de son salaire. Nous avons étendu nos services à la gestion de patrimoine et au conseil financier d'entreprise complet. J'ai acheté une belle et grande maison, dans un quartier calme et très boisé, avec un immense jardin. J'ai aussi rencontré Rachel. C'est une brillante professeure de lycée, avec un sens de l'humour vif et incroyablement noir, et absolument aucune tolérance pour les drames inutiles. Nous avons construit une belle vie ensemble, basée sur un respect mutuel réel, la confiance et des valeurs partagées. Pas une obligation biologique forcée. Elle connaît toute mon histoire douloureuse. Elle sait exactement pourquoi je ne rentre pas à la maison pour les dîners de Thanksgiving,
Pourquoi je n'envoie pas de carte de Noël à mes parents, et elle protège férocement et agressivement la paix que nous avons bâtie ensemble. Je n'ai pas dit un seul mot à mon père ou à Julian depuis 7 longues années. J'ai vu ma mère exactement une fois. C'était environ 4 ans après la fin du procès. Je marchais dans l'allée des produits frais d'un grand supermarché Walmart, de l'autre côté de la ville, choisissant des légumes pour le dîner. J'ai levé les yeux des pommes, et elle était là. Elle avait l'air incroyablement plus âgée, plus petite, ses cheveux entièrement gris et sans style. Les coûteux vêtements de marque sur mesure avaient complètement disparu, remplacés par un pull délavé et trop grand, et des chaussures bon marché. Elle s'est complètement figée quand elle m'a vu. Elle a serré la poignée en plastique de son chariot d'achat si fort que ses jointures ont blanchi. Je me suis arrêté de marcher. Nous sommes restés là en silence, séparés par une grande pile de fruits, 6 mètres de revêtement de sol en linoléum bon marché, et un gouffre massif de trahison qui ne pourrait jamais être franchi. Pendant une brève seconde fugace, quelque chose a passé entre nous. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était certainement pas un plaidoyer pour la réconciliation ou le pardon, mais c'était une reconnaissance. Elle m'a enfin regardé et a vu la dure et indéniable réalité de ce que ses choix incroyablement toxiques lui avaient finalement coûté. Elle avait perdu un fils qui aurait déplacé des montagnes pour elle. Elle a fait un très petit hochement de tête, presque imperceptible. J'ai hoché la tête en retour, reconnaissant son existence. Et puis j'ai fait demi-tour avec mon chariot et j'ai marché calmement dans une allée complètement différente. Cela m'a semblé parfaitement juste. C'était une reconnaissance sans rouvrir la blessure massive. Certaines ruptures dans la vie ne guérissent tout simplement pas, et essayer de les forcer à se refermer ne fait que créer plus de bords irréguliers qui finiront par vous faire saigner. La plus grande surprise, cependant, est arrivée le jour de mon 30e anniversaire. Je suis allé à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe blanche simple, sans aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier ligné, couverte d'une écriture désordonnée et précipitée. C'était de Julian. La lettre était étonnamment courte. Il n'a pas demandé de prêt. Il n'a pas supplié pour une relation ou exigé que nous agissions à nouveau comme des frères. Il a juste écrit pour me dire que travailler dans un centre d'appel déprimant, vivre strictement d'un salaire à l'autre, et prendre le bus public tous les jours avait finalement et violemment brisé son illusion de toute une vie. Il a admis qu'il avait été incroyablement jaloux de mon éthique de travail implacable. Il a admis qu'il se sentait complètement privilégié, parce que nos parents l'avaient élevé à croire fermement que le monde lui devait une vie somptueuse. Il s'est officiellement excusé pour le procès et il s'est excusé d'avoir corrompu Félix. Il a terminé la lettre en disant qu'il essayait activement de devenir un homme meilleur, plus responsable, et qu'il savait qu'il avait un très long chemin à parcourir avant de pouvoir se regarder dans le miroir. J'ai lu la lettre, assis tranquillement à l'îlot de ma cuisine. Je l'ai pliée soigneusement, l'ai remise dans l'enveloppe blanche et l'ai enfermée dans le tiroir d'un bureau en bois de mon bureau à domicile. Je n'ai pas répondu. J'ai apprécié son immense croissance personnelle. Je l'ai vraiment fait. Mais sa nouvelle prise de conscience n'a pas magiquement effacé le traumatisme passé. Le pardon ne signifie pas automatiquement d'accorder à quelqu'un l'accès à votre vie. Je lui ai souhaité bonne chance, de très, très loin, et j'ai laissé aller. La véritable victoire durable de ma vie n'a pas été le rejet du procès. Ce n'était pas le million de dollars de revenus commerciaux, la belle maison, le portefeuille immobilier, ou le fait de voir ma famille toxique faire face aux graves conséquences de leurs propres actions. La vraie victoire est venue exactement il y a 2 ans, lorsque j'ai lancé un programme de mentorat formel dans mon cabinet comptable. Nous accueillons des jeunes issus de milieux difficiles et souvent ignorés. Des jeunes qui ont l'habitude d'être entièrement ignorés. Des jeunes qui n'ont pas d'énormes fonds universitaires, de filets de sécurité pour leur retraite ou de parents qui se soucient d'eux. Je les aide à naviguer dans les formulaires complexes d'aide financière. Je leur enseigne les compétences de base en comptabilité d'entreprise et je leur montre exactement comment construire quelque chose d'incroyable à partir de rien. Un après-midi pluvieux, un jeune de 17 ans nommé Travis était assis dans mon bureau. C'était un enfant très intelligent, mais profondément en colère contre le monde. Il connaissait un peu mon passé et le fameux procès. Il m'a regardé, les bras croisés, et a demandé, « Nolan, pourquoi vous donnez-vous la peine de nous aider ? Votre propre famille vous a traité comme une ordure. Ils ont essayé de vous ruiner. Pourquoi vous souciez-vous d'un tas d'étrangers ?» Je l'ai regardé, souriant légèrement, pensant à grand-mère Clara assise dans ce lit d'hôpital stérile,
utilisant ses dernières forces pour s'assurer que j'avais une chance de me battre dans ce monde. Parce que quelqu'un m'a aidé, alors qu'il n'avait absolument pas à le faire, ai-je dit doucement à Travis. Et parce que je sais exactement ce que ça fait de travailler 2 fois plus fort pour la moitié de la reconnaissance. Tu as 2 choix distincts quand tu grandis dans l'obscurité, Travis. Tu peux soit devenir l'obscurité et faire souffrir tous les autres parce que tu as souffert, soit tu peux choisir de devenir la lumière dont tu as toujours eu besoin quand tu étais enfant. J'ai choisi de construire des portes massives au lieu de les détruire violemment. J'ai brisé le cycle générationnel de la toxicité. Et j'ai bâti une vraie famille, basée entièrement sur une loyauté inébranlable, un travail acharné et un amour inconditionnel et sincère. Et honnêtement, cette paix d'esprit profonde et inébranlable vaut plus que tout héritage financier ne pourrait jamais acheter. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable d'avoir écouté tout ce parcours. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et impitoyable, et vous éloigner de parents toxiques pour vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux, et nous nous soutenons mutuellement ici. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix, fixez vos limites, et continuez à construire votre propre empire.